On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, comment générer de la trésorerie par son activité et pour ça, nous vous proposons, quelques grandes étapes. La première chose, c'est de définir, la trésorerie, ce que c'est et quelques modalités pratiques, concernant la trésorerie. Vous redire, même si vous le savez déjà, hein, ce sont des évidences, mais c'est toujours bon quand même de le rappeler pour savoir de quoi on parle. C'est pourquoi est-ce que la trésorerie est si importante que ça pour les entreprises? Comment en générer? Mais aussi comment l'optimiser à moyen constant par rapport à votre organisation actuelle, par rapport à vos façons de travailler? Et puis surtout, et c'est là le grand apport du conseiller en pilotage d'entreprise, c'est vous aider à anticiper. Parce que, bah, forcément c'est mieux, mais surtout comment anticiper? On vous donnera, à chaque fois, on essayera d'être le plus pratique possible avec des actions simples à mettre en place, mais qui, peuvent rapporter gros éventuellement. Hem, Tout de suite avant de commencer, c'est, peut-être un sondage, Arnaud, si on pouvait lancer, savoir, Oui, je viens de parmi lancer le vous. sondage. Voilà, si vous avez la possibilité de répondre, je viens de lancer un sondage qui s'appelle Untitled Poll, je n'ai pas mis de titre. Qui a fait un PGE? Voilà, tout simplement. Et je vois qu'il se remplit à la vitesse de la lumière. Alors pourquoi le PGE? Bah, parce que ça a été une des principales mesures concernant la trésorerie des entreprises qui a été mis en place, par le gouvernement, dernièrement. OK. Bon, on est là. On est à environ, pour l'instant, à 59% de non et 41% de oui. Ah, donc, OK. voilà, sur les 17 répondants. Bon, Ah, ça c'est change. 61% non, voilà. OK. Donc ça, c'était, une des principales sécurités, mais on en reparlera, un peu plus tard, on reviendra dessus. OK. Je laisse la main à Jérôme sur la trésorerie. Oui, donc la trésorerie, donc on va commencer déjà par une petite définition de la trésorerie. Donc la trésorerie, c'est quoi? C'est la différence entre les encaissements et les décaissements, hein, donc le chiffre et mes dépenses, mon chiffre d'affaires et mes dépenses. Euh, Elle est constituée à la fois du solde bancaire qu'on peut voir sur nos applications bancaires ou en ligne hein, aujourd'hui, ou sur nos relevés de compte, plus ce qu'on a dans la caisse si on tient une caisse, hein, notamment pour les commerçants. C'est l'argent disponible dans l'entreprise pour régler les dépenses et c'est très important d'intégrer cette notion de quotidien. La trésorerie paye les dépenses au jour le jour. Euh, faut vraiment bien intégrer ça. Un exemple concret, si je suis un professionnel, j'ai besoin d'un véhicule pour aller chercher, pour aller en clientèle. Je vais aller voir mon banquier, lui dire, bah voilà, monsieur, j'ai 35 000 euros, mais j'ai besoin de 30 000 euros pour acheter un véhicule. Et le banquier va dire, bah, écoutez, vous avez la capacité à me rembourser votre véhicule, je vais prendre une petite marge au passage et je vais vous financer, mais si vous n'arrivez pas à me rembourser, eh ben, je garde le véhicule pour moi et je le revendrai. Si jamais vous décidez, vous avez 35 000 euros et vous décidez de l'acheter, de l'autofinancer ce véhicule. Donc vous avez 30 000 euros de moins sur votre trésorerie et 15 jours plus tard, vous avez un Covid qui passe et vous avez la moitié de votre production, de votre personnel productif, du coup qui ne travaille pas et donc vous faites la moitié de votre chiffre d'affaires. Et là, vous retournez voir votre banquier pour lui dire, écoutez, monsieur le banquier, j'ai besoin de 30 000 euros, mais de trésorerie ce coup-ci. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que le banquier va vous dire, OK, mais si jamais tu ne les rembourses pas, qu'est-ce que j'ai comme garantie? Donc bien souvent, il dira non. Ou alors, il prendra dans tous les cas une caution personnelle qui vous engagera, en cas de banqueroute de votre société, à le rembourser sur vos deniers personnels. Donc ça, c'est vraiment une règle d'or. La trésorerie, ça va à payer les dépenses du quotidien. Et quand on a un investissement à moyen ou long terme, on passe par un financement bancaire. Dans le même ordre d'idées, j'étais hier avec un client chocolatier, où il avait, de la trésorerie disponible, donc il a acheté une machine. Il en avait besoin, une turbine à chocolat et il l'a
payer cash. On a refait un crédit parce que le banquier prête beaucoup plus facilement, comme l'a dit Jérôme, pour un investissement quand il y a une contrepartie physique que pour de la trésorerie. Ce qui lui a permis du coup de financer sa machine et de conserver sa trésorerie disponible pour du quotidien ou pour de la réserve en cas de coup dur. Alors, un autre exemple concret, là, on va reparler d'un camion. L'exemple d'un client menuisier qui était en situation de trésorerie un petit peu limite, puisqu'il oscillait entre 0, un petit peu moins de temps en temps, et 10 000 euros quand tout allait bien. Et on a commencé à faire un travail justement pour améliorer son niveau de trésorerie, qu'on a réussi à faire de façon très satisfaisante, puisqu'au bout de 6 mois, on avait une trésorerie qui avait dépassé les 50 000 euros. Et il y avait besoin d'acheter un camion. Donc, il y a eu cette discussion autour du mode de financement, et le client a décidé de l'acheter en utilisant sa trésorerie. Un petit peu malgré les conseils, mais il s'est dit, non, j'ai aucune raison, moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Il s'est fait plaisir et il s'est retrouvé le mois suivant en situation de stress parce que tout le travail qui a été fait pendant les 6 mois a été quelque part ruiné, et avant notre travail, il servait en fait de variable d'ajustement par rapport au salaire. Il se payait pas, et effectivement, il s'est payé un camion et il s'est retrouvé dans une situation délicate par en fait ce qu'on peut attribuer à une erreur de gestion. Alors, deux autres petites aussi, peut-être astuces, si jamais on a fait l'erreur de financer des projets moyen terme avec notre trésorerie, notre court terme. Il est possible aussi de faire du leaseback, c'est-à-dire que si on a du matériel, donc soit on le revend directement à un tiers, ou alors on peut passer par un bailleur. Donc, c'est-à-dire que le bailleur va devenir propriétaire de la machine, on va toujours en avoir l'usufruit, et on va payer un loyer pour payer en fait, notre machine. Et à la fin de la période de location, on pourra la racheter via une valeur résiduelle. Donc, on a ce leaseback. Autre stratégie aussi pour amener du cash. Alors, ce n'est pas forcément pour des entreprises qui sont en difficulté, mais plus pour des entreprises en développement. On peut toujours aussi faire des opérations type OBO, c'est-à-dire qu'on peut racheter les parts de notre entreprise à soi-même. On va contracter un crédit bancaire au travers d'une holding. Et l'argent généré que l'actionnaire va prendre, il va pouvoir le réinvestir dans sa société d'exploitation. Et là, on est plus sur un modèle de développement plutôt que d'une trésorerie trésor où il faut éteindre le feu. Ça commence à être déjà un peu plus complexe. Juste avant, est-ce qu'on peut faire un petit sondage, Arnaud, pour savoir comment est-ce que nos auditeurs suivent leur trésorerie? Voilà, Est-ce que c'est juste... je lance le sondage. Alors, vous m'excuserez, je n'avais pas la place d'écrire la question entièrement, mais c'est qui suit sa trésorerie autrement que via son compte bancaire, son appli téléphonique ou autre? Alors, le choix 1, c'est oui. Voilà. Le choix 2, c'est non. Ok. Pendant que tout le monde répond, Voilà. on passe à la diapositive suivante, peut-être Jean-Mathieu. On y va effectivement, donc simplement effectivement pour rappeler l'importance de la trésorerie, puisque effectivement c'est par là que les problèmes commencent en général dans la vie de l'entreprise. D'abord, ça génère du stress, et ensuite, d'une façon très très concrète, quand il n'y a plus d'argent sur les comptes bancaires, on n'arrive plus à payer ses fournisseurs, et la vie se complique énormément, et ça peut effectivement conduire à la défaillance de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un point fondamental. Donc, en fait, la trésorerie, c'est quelque part, on peut dire que c'est l'oxygène de l'entreprise. Si on n'a plus d'oxygène, on ne respire plus. Et voilà, la fin est proche. Je pense que c'est bien de retenir cette image-là. Quand la trésorerie est trop juste, donc en fait, il suffit d'un impayé, d'un retard de règlement d'un client, d'un véhicule en panne, d'un imprévu pour effectivement arriver à une situation qui peut être catastrophique. Donc effectivement, d'où l'importance de cette gestion.
Et également, vous allez à un moment donné avoir besoin de la banque en cas de coup dur. Élever votre niveau de trésorerie, oui, on verra comment, mais également, quand tout va bien, c'est à ce moment-là effectivement qu'il faut prévoir. Et l'une des façons de prévoir, c'est d'avoir une autorisation de découvert importante et faites-le quand tout va bien. C'est pas quand vous êtes à moins 10 000 que vous pouvez demander 20 000, moins 20 000. Si vous êtes à plus 50 000, peut-être que votre banquier vous autorisera les moins 20 000, voire les moins 30 000. Donc voilà, pensez bien à ça. C'est très, très, très important. Voilà, donc effectivement, ayez de la marge sur le compte bancaire et prévoyez effectivement les impondérables. Le manque de trésorerie, c'est généralement lié à des problèmes de gestion de l'entreprise, hein, et on va parler de rentabilité. Une mauvaise rentabilité conduit forcément à terme à des problématiques de trésorerie. Évidemment, il faut de l'activité, il faut des clients, il faut du chiffre d'affaires, ça c'est un fondamental. Mais effectivement, le manque de trésorerie peut aussi être lié à un manque d'anticipation dans la gestion quotidienne du dirigeant, parce qu'il y a des activités saisonnières, donc les rentrées ne sont pas forcément lissées sur l'année. Il y a des mois hauts, il y a des mois faibles. Pour autant, les charges, les salaires, eux, sont pas payés tous les mois, donc il y a implicitement de la variation de trésorerie. Il peut y avoir des impayés clients. Il faut effectivement tout mettre en œuvre pour s'en prémunir, mais quelque part, il ne faut pas nier le fait que ça peut arriver. Et puis, effectivement, il y a des frais qui tombent. En général, c'est tout ce qui est lié aux impôts et à la TVA. Oui, alors juste pour que tu termines ton propos, on a eu le résultat du sondage, hein, on a 60% des sondés qui répondent suivre leur trésorerie autrement que via leur compte ou leur appli téléphonique, etc. C'est-à-dire qu'il y en a 40% qui suivent via leur compte bancaire, leur appli téléphonique ou autre, leur trésorerie. Ok. Uniquement. Uniquement avec le compte bancaire. Voilà. Donc 60% autrement qu'avec le compte bancaire, c'est un très bon résultat. Ça, c'est déjà une très bonne chose, puisque ça revient à l'un des conseils que vient de nous donner Jean-Mathieu, là, qui est d'anticiper ses besoins. Le compte bancaire, lui, est incapable de le faire. C'est juste un constat. Donc c'est une très bonne démarche de chef d'entreprise que de la suivre autrement qu'avec son compte bancaire. Alors pour ça, je vais approfondir un petit peu plus moi sur comment générer de la trésorerie, même si on a déjà parlé de pas mal d'actions jusqu'à présent. Je vais vous en relister quelques-unes. Déjà, avant tout, pour pouvoir générer de la trésorerie, il faut avoir un volume d'affaires. Il faut avoir du chiffre d'affaires. Il faut du coup surveiller son portefeuille. Anticiper, voir combien de temps d'avance on a de chiffre d'affaires ou combien de travail on peut avoir. Il faut aussi surtout que ce soit des affaires qui soient rentables, parce que c'est la rentabilité qui permet de dégager de la trésorerie. Pour ça, je vous invite à faire des devis clairs, des commandes ou des prescriptions claires, les faire valider par vos clients et naturellement respecter l'engagement que vous prenez auprès de vos clients, hein. Quand il s'agit d'une commande, vous vous engagez à le livrer au prix, à la date et au lieu prévu. Pourquoi ça? Ce serait dommage de faire tout un travail pour aller chercher des affaires et ne pas respecter cet engagement-là. Si on veut être payé, la première des choses, c'est d'être le plus professionnel possible tout au long du processus. Ce qui permet du coup de facturer dès que l'action prévue est faite et réalisée, que ce soit un travail, que ce soit la livraison d'un produit, que ce soit l'exécution d'une prestation de service. Et enfin, soyez exigeants avec les mauvais payeurs. Suivez vos impayés,
faites, et ne pas que suivre, hein, faites des actions, des relances, rapidement pour encaisser le plus vite possible l'argent, généré par votre travail. Nous sommes en train de rentrer dans une période un peu agitée. Hem, il serait dommage que vous passiez du temps à exécuter un travail sur lequel, vous n'allez pas être payé ou alors vous laissiez traîner, cette trésorerie potentielle, à l'extérieur de l'entreprise puisque, vous, vous en avez besoin, on l'a vu tout à l'heure, pour faire tourner votre entreprise. C'est l'oxygène de votre entreprise. Alors, Pour David, ça effectivement, ouais, vas-y. oui, je voulais rebondir avec un exemple concret que j'ai vécu récemment avec un cabinet d'architectes, une petite structure en fait de 4 personnes qui fonctionne bien et qui était toujours un petit peu euh, angoissé par le chiffre d'affaires, par le développement du chiffre d'affaires. Et il se trouve qu'il s'est présenté un très très beau marché, un très beau marché, un très gros marché qui a été gagné par ce cabinet d'architecture, mais qui représentait en fait 80% en fait de la capacité de production de ce cabinet. Donc, un fort enthousiasme, mais qui s'est révélé un petit peu compliqué à gérer. Et le un petit peu est un euphémisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a occupé donc, la majorité de l'équipe, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place pour rentrer de nouveaux dossiers, qui étaient pourtant le cœur de l'entreprise, donc finalement une dépendance importante sur un dossier. Et finalement, ça a un petit peu freiné l'entrée de nouvelles affaires. Et ce qui a été critique en l'occurrence, c'est qu'il y a eu un impact sur la trésorerie alors que le montant était élevé, alors que le devis était rentable. Pourquoi? Parce que le contrat ne prévoyait pas des règlements sur des périodes suffisamment rapprochées. Il aurait fallu pouvoir émettre des factures tous les mois. Ce qui n'a pas été possible de faire, et donc du fait le travail était fourni, facturation trimestrielle, et donc du coup effectivement les dépenses de l'entreprise qui arrivent, les salaires, les charges, etc. Donc cette belle affaire a conduit en fait à se retrouver dans le rouge et donc avoir affaire à taper dans un PGE qui aurait été préservé dans le cas contraire. Donc, dans ce cas-là, heureusement qu'il y avait le PGE, mais attention à la façon dont on gère ses affaires et son développement commercial pour bien effectivement prendre en compte ces particularités. Attention à vos CGV, très importante, pour, éviter les soucis de paiement ou d'exécution. Les durées de validité de vos devis, on conseille tous, des durées de validité courtes, 1 mois, avoir une clause dans vos CGV d'indexation des prix pour, revoir, éventuellement vos prix en cas de trop forte évolution d'un index, qui soit référent par rapport à votre activité. Pour un chocolatier, puisque j'avais pris l'exemple d'un chocolatier tout à l'heure, le cours du chocolat éventuellement, mais c'est surtout, les choses se passent, pour, les artisans. Par exemple, un coût sur, le plastique ou sur le pétrole en fonction de la nature de son activité. On va passer aux Juste, conseils juste, pratiques. ouais, Ouais, juste une petite intervention rapide, parce qu'on a accompagné pas mal d'entreprises là sur les problématiques de gestion du poste client, savoir se faire payer. En tout cas, moi, tout ce que je peux te dire par expérience, c'est que c'est jamais mal vu de demander à être payé pour le travail qu'on a réalisé. Souvent, il y a des freins psychologiques où on est habitué à travailler avec un client depuis de nombreuses années et on n'ose pas aller lui demander d'être réglé parce que c'est les usages, mais en fait, ça n'entraîne généralement rien d'autre que d'être réglé plus rapidement, le fait de demander. Voilà, tout ce que je voulais apporter comme petite contribution. Je vais avancer sur le diapo. Donc ici, on va voir quelques Et alors, pistes. j'ai une question, par contre, entre-temps, de Marlène. Est-ce que les conditions générales de vente doivent-elles obligatoirement être remises avec le devis? Sinon, comment les diffuser? Mmh. Normalement, elles doivent figurer au dos du devis ou être joints avec le devis, ouais. Surtout quand ce sont des grosses affaires.
Quand on a affaire à des particuliers, sur le devis, on peut faire figurer, ses conditions de paiement. Déjà, c'est le plus simple et le plus pratique. Mais ouais, elles doivent être jointes avec le devis. Ça fait partie de la négociation, du moins. Normalement, on les impose à son client, donc il faut qu'il en ait connaissance. Très bien. Là, on va regarder quelques pistes du coup pour optimiser sa trésorerie. Alors, il n'y a pas la solution miracle pour optimiser la trésorerie. Tout dépendra un peu de votre situation, du métier que vous faites, etc. Par exemple, si on regarde la dernière ligne, on a optimisé les stocks. Donc, je suis commerçant, je maîtrise mes ventes, mon volume de vente, mes délais de rotation, mes délais de commande. Je peux optimiser mes ventes. Je ne vais pas passer une commande de 10 000 pièces si je sais que je passe 1000 pièces par mois et que je suis livré tous les 15 jours. Dans ces cas-là, j'ai 9 000 pièces de trésorerie qui sont en stand-by et qui sont en train de dormir Ils sont en train de dormir. À l'inverse, des fois, on peut optimiser des stocks si on est un artisan. Je m'explique, je signe un devis aujourd'hui avec un prix fixé au niveau lors de la négociation. J'ai mon bon pour accord. Par contre, dans 6 mois, quand je vais faire ma prestation, le prix d'achat des marchandises ne seront peut-être pas les mêmes. Donc, mon intérêt est plus de dire, je prends un acompte du montant des marchandises, je le stocke chez moi et comme ça, j'ai fixé mon prix d'achat et je maîtrise ma marge de demain. Par contre, ça peut marcher pour un artisan qui va stocker 3 mois de placo parce que ça ne prend pas trop de place. Mais je vois mal un maçon stocker une année de parpaing. Donc, encore une fois, tout dépend un peu de la situation de l'entrepreneur. Ce qui va être important aussi, c'est dans la mesure du possible, donc beaucoup pour les professions libérales ou pour encore les artisans, c'est de faire des factures d'avancement. Des fois, on a des chantiers qui s'étalent un petit peu dans le temps. Moi, dans les conditions générales de vente, par exemple, je marque toujours 30% d'acompte et 70% du chantier payable à chaque fin de mois au prorata de l'évolution du chantier. Parce que ça permet deux choses. Non seulement on fait rentrer du cash plus rapidement, et deuxième solution, ça sécurise aussi le projet. Parce que si à la fin de votre chantier, qui a duré 2 mois, 3 mois, le client décide de ne pas vous payer, alors peut-être que vous avez raison, avec des procédures longues et coûteuses, vous arriverez peut-être à récupérer votre argent, ou pas. Le fait de faire des factures d'avancement, ça permet aussi de limiter son risque. Si on a déjà pris 80% de la somme et qu'on se plantait sur les 20%, on met moins l'entreprise en péril. Donc, on essaie de réaliser ces commandes au plus vite dès l'instant qu'on a le bon pour accord. Des fois, certains fournisseurs, alors pas tous, on peut faire une commande et bloquer un prix, même si on fait la prestation plus tard. Certains même stockent pour nous. Alors, c'est rare, mais ça existe quand même. Il faut quand même demander. Terminer les commandes en cours avant d'engager les nouvelles. Donc, effectivement, l'idée, c'est une fois que le chantier est fini, ça permet de facturer. Petite parenthèse aussi dessus. Après, des fois, quand on a beaucoup de gros chantiers ou de prestations, des fois, c'est pas mal de faire pas mal de petites prestations aussi au milieu. Parce que si on fait une petite prestation aussi, on peut aussi être très rapidement payé. Utiliser tout ce qui est à facturage. Alors, on a marqué à facturage, mais en réalité, c'est tout ce qui est financement court terme auprès des banques. Donc, ça peut être de la facturage, ça peut être de l'escompte, de la DAI. On peut aussi aller voir son banquier pour demander un crédit de fonds de roulement. Faites jouer la concurrence entre vos fournisseurs. Donc oui, on fait jouer la concurrence auprès des fournisseurs, tant en termes de prix qu'en termes de conditions, de délai de règlement. J'encourage mes clients à faire à mettre au moins les concurrents, à mettre au moins les fournisseurs en concurrence minimum une fois par an. Et souvent j'entends oui, mais c'est un copain, il me fait des bons prix, il me fait des bonnes conditions. Oui, ok. Et en fait, quand je dis demande, ça ne coûte rien. Et souvent, on s'aperçoit qu'on a 10, 20, des fois même 30% de différence entre le copain et le fournisseur. Alors, j'ai dit, écoute, c'est un bon copain, ne te fâche pas avec lui, invite-le à boire l'apéro, ça n'empêche pas vos relations amicales. Mais si c'est ton copain, il faut aussi qu'il regarde ton intérêt. Et on a souvent des bonnes surprises, notamment aussi au niveau des délais de règlement. Petite astuce aussi au niveau des délais de règlement, aussi des délais de paiement. Des fois, on a nos clients qui vont nous payer à 30 jours fin de mois. Et moi, j'ai un client qui avait une trésor un peu tendue, donc on regarde un petit peu son fonctionnement. Et bon, t'es payé 30 jours de fin de mois, ok, tu as besoin de fonds de roulement, c'est sûr, mais en fait, il facturait le 3, entre le 3 et le 10.
Alors c'est bien, il était rigoureux, entre le 3 et le 10, ses factures étaient faites. Et je lui dis, facture plutôt le 29 ou le 30. Et depuis qu'il fait ça, il a gagné quand même 30 jours de trésor avec ses principaux clients. Donc c'est tout bête, mais faut faire attention à ça. Hein, il faut aussi respecter vos échéances, pas payer en avance, ça ne sert à rien. Dans tous les cas, avant d'investir et d'embaucher, donc c'est ce que va nous présenter Jean-Mathieu la prochaine fois, il faut bien, sur la prochaine slide qui va arriver, il faudra bien vérifier que la rentabilité de l'entreprise le permet. Donc là, c'est Jean-Mathieu qui va vous expliquer tout ça. Alors, juste avant, je rebondis sur une question qui rejoint un peu tes propos, qui parle encore des conditions générales de vente qui nous est posée par Caroline. Peut-on imposer dans nos CGV 30 jours date de facture, même si la loi dit 45 jours date de facture ou 30 jours fin de mois? Même 15 jours, on peut imposer. Ce que dit la loi, c'est un maximum de 45 jours fin de mois ou un équivalent de 60 jours. C'est un délai maximum. Mais on peut très bien le raccourcir, hein. L'idée, c'est de ne pas aller au-delà. Voilà. Donc, il faut que Les le client il accepte. CGV, tout à fait. Les CGV, ce sont vraiment des conditions propres au vendeur qui dit voilà mes conditions de vente. Eh ben, moi, je facture et je veux être réglé à 30 jours. Point. Ouais. Petite chose aussi sur les conditions générales de vente, il y a normalement 2 clauses qui sont obligatoires. C'est la clause de propriété, de réserve de propriété, et les pénalités de retard en cas de dépassement de l'échéance. Donc, ça, c'est pas mal la clause de réserve de propriété. Enfin, moi, je sais que j'ai un artisan, il n'arrivait pas à être payé par un particulier. Il avait encore les clés de chez lui. Il va chez lui, il l'appelle, dans un truc qui va être en location. Il dit écoutez, monsieur, j'ai une masse, je vais récupérer mon placo. Donc, soit vous me faites le chèque, soit je récupère mon placo. Et bien, il a eu sa trésorerie, du coup, il rentrait très vite. Hein. Voilà. Donc, c'est des petites clauses comme ça, des fois intégrées et qu'il faut utiliser. Il ne faut pas avoir peur. Bon, c'est un cas un peu extrême là. Voilà. C'est un peu extrême, mais ça marchait, quoi. Mais lui, il n'était pas de bonne foi. Enfin, le client était vraiment pas de bonne foi. Ouais. Mais ça marche. C'est efficace. Ok, je reprends la main. Donc effectivement, une notion importante, on parle de trésorerie, mais en fait, la trésorerie ne peut être générée que si l'activité de l'entreprise est rentable. Sinon, c'est juste pas possible d'avoir de la trésorerie, en tout cas sur le moyen terme. Donc, c'est quoi la rentabilité? Ben, ça consiste en fait à générer une activité dont la marge permet de couvrir l'ensemble des frais de l'entreprise. Hein. Donc, c'est une notion fondamentale, ce qui sous-entend effectivement qu'il faut couvrir, qu'il faut connaître donc ces frais également, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Là, ce que je vous propose, c'est d'évoquer différents cas de figure, différentes typologies de commerçants, d'activités, donc commerçants, restaurateurs et métiers de bouche, profession libérale, artisans. Alors, pour simplifier, on va dire qu'on peut les diviser en 3 catégories. Je vais commencer par les commerçants et les restaurateurs, mais parlons d'abord des commerçants. La marge commerciale, donc encore une fois, hein, elle doit couvrir l'ensemble des frais de l'entreprise. Il est important à un moment donné de connaître sa marge, mais aussi le détail de sa marge, de quoi elle est faite. Un commerçant, son activité, c'est de l'achat-revente. La marge est faite sur la différence entre le prix de vente et le coût auquel le commerçant achète sa marchandise. Et donc, il est important de connaître évidemment ses prix, ses coûts d'achat pour déterminer ses prix de vente, mais aussi de façon régulière d'analyser ces ventes. Cette marge globale, de quoi elle est faite? On a donc 4 catégories hein, qu'on va appeler A, B, C et D. La catégorie A, c'est les produits qui sont vendus en forte quantité et à forte marge. On a aussi des produits qui sont vendus forte quantité, mais avec une marge faible. La catégorie C, ça va être des ventes à faible volume, par contre avec des fortes marges. Et la dernière, enfin, c'est les faibles marges et faibles quantités. Donc voilà, quand on a cette analyse, il faut faire, encore une fois, et ben, ça nous permet en fait d'envisager la suite. Comment on fait évoluer
ses ventes. Est-ce que les produits D, faible marge et faible quantité, effectivement, cela, théoriquement, ils ne rapportent rien. Est-ce qu'on les sort du magasin ou au contraire, on décide, il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être que je ne les vends pas au bon prix, peut-être que je peux augmenter mes prix, peut-être que j'ai un problème d'achat, etc., etc. Les produits B, c'est les produits, pardon, C, qui sont vendus à belle marge, mais pas en quantité suffisante, donc qui ont un réservoir important, peut-être qu'il y a une action à faire pour les mettre en valeur dans la boutique, au niveau des présentoirs, etc., etc. Donc, il faut connaître effectivement sa marge globale, puisque ça, c'est un indicateur fondamental. La marge globale, le niveau de chiffre d'affaires, hein, la résultante, effectivement, c'est ce qui va permettre d'être rentable, mais aussi de se poser de temps en temps, faire de l'analyse sur la base de données concrètes qui permettront de mettre en place des actions pertinentes. Alors, parlons aussi des restaurateurs et des métiers de bouche dans leur ensemble. On est proche, en fait, hein, de fonctionnement de commerçants. C'est des gens aussi qui vendent des choses, mais des choses qu'ils élaborent. C'est-à-dire que ces choses qu'ils élaborent, qu'ils revendent à un certain prix, il faut qu'ils en connaissent le coût de revient. À combien revient tel plat, telle pizza, etc., que je vends par exemple à 15 euros. Et bien pour ça, il y a une méthodologie. Ça consiste à établir des fiches techniques pour l'ensemble pour un restaurateur, des plats qui apparaissent sur les menus. Et les fiches techniques, c'est rien d'autre que la liste des ingrédients, leur poids et le prix au kilo, donc qui permet de savoir précisément pour un plat donné son coût de revient et donc d'avoir effectivement cette analyse, de savoir effectivement combien je gagne sur tel plat. L'avantage de la fiche technique, c'est également de pouvoir suivre l'évolution de ces coûts, hein, puisqu'on sait qu'également, on en a parlé, c'est plus qu'une tendance, c'est vraiment une réalité. Il y a des ingrédients, on parle du saumon par exemple, dont les coûts ont explosé. Donc après, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je maintiens ce plat à la carte? Est-ce que j'augmente son prix? Voilà, donc ça fait partie effectivement d'un des basiques pour la restauration et le métier de bouche que de mettre en place les fiches techniques pour aller dans le sens de la rentabilité et donc de la trésorerie. Si je peux me permettre, Jean-Mathieu, quand Bien on a sûr. dit métier de bouche, c'est valable aussi pour les bouchers, les boulangers aussi, tous ceux qui, comme l'a dit Jean-Mathieu, ont des élaborations, ont des recettes à constituer pour vendre leur produit final. Merci pour cette précision. Alors ensuite, autre activité, alors totalement différente en termes d'approche de rentabilité, c'est les professions libérales. Donc là, on va parler par exemple d'architectes, d'avocats, de professions médicales ou des entreprises de services, des entreprises de nettoyage, des prestataires informatiques ou autres. Donc là, en fait, comment on génère de la rentabilité? Simplement, ces entreprises-là, il faut bien avoir conscience que leur potentiel, c'est les heures. Ces entreprises-là, quand on est activité de service, on vend une prestation, on vend des heures. Et donc, il faut suivre les heures, effectivement, qu'on passe sur les différentes activités. Mais il faut surtout, au moment de l'élaboration du devis, bien dimensionner la prestation. C'est-à-dire que si je prévois, si on me consulte et si je fais un devis sur une activité qui va me prendre 20 heures, effectivement, je fais un devis pour 20 heures, avec une grille tarifaire qui m'est propre, hein, qui va dépendre de pas mal de choses, d'activités, de typologie d'activité, peu importe. Mais effectivement, il faut avoir une grille tarifaire. Toutes les prestations ne se valent pas forcément. Et ensuite, une fois qu'on a fait son devis et que le devis est accepté, bonne nouvelle, très bien. Mais c'est là aussi que les problématiques de rentabilité doivent être mises sous contrôle. On doit s'assurer qu'on a prévu 20 heures, on va mettre 20 heures à réaliser la prestation qui est prévue. Sinon, si on en met 30, il est fort à parier que effectivement, on va perdre de l'argent. Donc, un fondamental pour les activités de service, les professions libérales, suivez vos heures, faites vos devis de façon pertinente, pensez bien à ce que ça va consommer en termes d'heures, et une fois que le devis est accepté, faites le maximum, mettez en place des suivis pour tenir effectivement ce que vous vous êtes engagé à faire en interne. Le client aura toujours sa prestation,
que vous ayez mis 30 heures ou 20 heures, voilà, vous ferez la prestation. Mais il est important pour votre entreprise, effectivement, de la faire dans la durée que vous avez prévue. Alors, parlons maintenant des artisans, puisque c'est une catégorie d'activité en fait qui combine euh, une vente de marchandises, hein, puisqu'en fait, si on prend l'exemple de quelqu'un qui fabrique des cuisines, qui fabrique et qui les pose, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter du bois, des matériaux, il va fabriquer, donc il va réaliser, il va prévoir de faire une marge sur la partie marchandise, et puis ensuite il sait qu'il lui faut aussi un certain nombre d'heures pour fabriquer et pour poser. Voilà, donc le cas d'artisan, en fait, hein, c'est vraiment sur ces deux axes qu'il faut travailler, qu'il faut mettre sous contrôle. La marge sur les marchandises, donc là on retrouve des problématiques effectivement de prix d'achat, de suivi effectivement de cette marge, et puis le suivi des heures. Donc j'ai prévu effectivement de réaliser tel chantier en 30, 40 ou 50 heures, peu importe, mais en tout cas je fais en sorte que les affaires que je prends je fasse ce suivi des heures au niveau du chantier et affaire par affaire. Alors, un petit commentaire aussi par rapport à la notion de marge. Souvent, on raisonne en coefficient. En coefficient, c'est-à-dire, ben moi, j'applique un coefficient 1,4 sur la marchandise que j'achète. Et sous-entendu, bien souvent, je fais un 4, je fais 40% de marge. Alors, pour imager le fait que ce n'est pas du tout la même chose, ayez en tête que quand on applique un coefficient de 1,4, on vend en fait avec une marge de 28,6%. Donc, il y a une différence qui est vraiment énorme, énorme au point que si, pour une petite une TPE qui achèterait dans une année pour 250 000 euros de matériel, qui appliquerait un coefficient d'1,4 à la place d'une marge de 40%, eh ben, ça génère un écart de 67 000 euros. Et ça, c'est des chiffres qu'on rencontre tous les jours. 67 000 euros, imaginez ce que c'est, souvent dans des entreprises pour lesquelles le patron a du mal à se payer ou a des problèmes, effectivement, de trésorerie. C'est simplement énorme. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Ouais, une petite parenthèse aussi, on va essayer de faire vite, mais pour les commerçants, souvent, il y a une erreur qui est faite aussi entre le taux de marge et la marge en valeur. Bien souvent, on vend des produits, on dit « Oh, super, j'ai 50% de marge. » Oui, mais je préfère gagner 1% d'un million que 100% d'un euro. Et quand on est commerçant, quand on regarde ses marges, il faut bien regarder ses marges en valeur et pas ses marges en taux. Donc, quand on a des produits similaires, combien me rapporte en sous, en euros, chaque produit? Et ça, c'est une erreur aussi qu'on rencontre régulièrement dans son développement commercial. Ensuite, on va parler de l'anticipation sur la slide suivante. Ah non, c'est pas moi, c'est toi, David. Excuse-moi, je t'ai Non, coupé la pas de politique. souci. Vas-y, je t'en prie. Je vais rajouter un truc précédemment, c'est pas grave. Vous avez bien compris, donc là, on vous a donné plusieurs pistes, pas mal d'actions à faire au niveau de votre quotidien. Maintenant, ce que l'on souhaite aussi, c'est vous apporter et c'est vous sensibiliser surtout à la nécessité d'anticiper. D'anticiper l'évolution, par exemple, des nouvelles charges. Est-ce que vous avez intégré là toutes ces différentes hausses que l'on vient de subir au niveau des matières premières, au niveau des salaires sans doute de vos salariés qu'il faudra augmenter. On le voit, il y a déjà des grèves un peu de partout pour réclamer une hausse. Il sera sans doute nécessaire. Quel chiffre avez-vous prévu? Est-ce que vous avez fait une simulation au niveau de votre compte de résultat? Il faudra aussi, et c'est le démarrage, on en parlait tout à l'heure, le PGE, rembourser ce PGE, ça aura un impact aussi certain sur votre trésorerie. Donc il y a tout un tas de choses, là qu'il faut intégrer dans vos coûts de revient, et éventuellement voir s'il y a besoin de faire une répercussion sur vos prix de vente. La question toute bête, qu'il en résulte, c'est: est-ce que je suis encore rentable? Est-ce que je suis toujours rentable malgré la hausse, malgré tous ces remboursements supplémentaires, que je subis actuellement?
Voilà, effectivement, David, moi, je rencontre beaucoup, effectivement, comme vous également, hein, David et Jérôme, de chefs d'entreprise. Et au début, on pose toujours la question, effectivement, de la rentabilité. Comment est-ce que tu fais des devis? Comment tu définis tes prix de vente? Est-ce que tu es rentable? Comment tu fais pour déterminer ta rentabilité? Alors, souvent, la réponse est, bah oui, je sais que je suis rentable, je le sais, parce que j'ai tel niveau de marge. La marge, c'est pas la rentabilité, c'est l'une des composantes, mais pour connaître sa rentabilité, il faut effectivement savoir connaître ses coûts. Donc, effectivement, il y a une méthodologie pour ça. Donc, les réponses, souvent, des chefs d'entreprise sont assez floues sur le thème de rentabilité. Et d'où toutes ces problématiques de trésorerie qu'on peut rencontrer. On voit bien que ce sont des choses qui sont pas triviales, qui peuvent être souvent un petit peu complexes. Et bien souvent, on a besoin effectivement de cette méthodologie et de conseils pour avoir la bonne approche pour définir ces prix de vente. Jérôme, Ouais, un conseil? ouais, bah, je vais attaquer là. On est un peu short en timing, donc je vais présenter la prochaine slide plutôt rapidement, comme ça on aura un peu peut-être des questions-réponses. C'est un peu le temps pour ça. Donc je vais essayer d'aller vite, hein, mais voilà, il faut essayer dans la mesure du possible donc, de tenir un prévisionnel de trésorerie qui soit à jour. Euh, pour tout le monde, si possible, alors sauf si on est assis sur la poule aux odeurs. Mais dans tous les cas, si lorsqu'on a une entreprise qui est sous tension, si on a des tensions de trésorerie, si on a un projet aussi quelconque, hein, un projet d'investissement, donc il faut quand même le mesurer, ou un projet d'embauche, peu importe. Et aussi si on a des gros travaux, des grosses sorties à prévoir. Donc ça, c'est vraiment indispensable de bien mettre ça dans son plan pour voir l'impact que ça va avoir sur notre trésorerie. Donc, il faut identifier forcément donc, les postes de dépenses, hein, qu'elles soient fixes, variables, ou des charges exceptionnelles, et aussi estimer ses recettes. Alors souvent, mais comment je fais pour estimer mes recettes? Alors bon, on a quand même quelques axes de réflexion, hein. Donc, la saisonnalité en fait partie. Si j'ai un restaurant en altitude ou si j'ai un restaurant au bord de la mer, forcément, ma saisonnalité sera peut-être pas la même. Si je suis charpentier en Haute-Loire ou pisciniste, ma saisonnalité sera pas la même. Si j'ai un commerce de cigarettes électroniques à Grenoble, au mois de janvier, je vais cartonner parce que j'ai les bonnes résolutions. Au mois de février, à Grenoble, on ne peut pas circuler, le commerce est mort. Voilà. Après, pour un artisan, de la même manière, c'est quel va être sur les 3 prochains mois les congés de mes gars. Est-ce que je vais avoir des apprentis qui vont être à l'école? Donc, combien d'heures potentiellement vendables je pourrais vendre pour générer du chiffre d'affaires? Voilà, ça c'est des axes. Donc tout ça, le fait d'anticiper, ça va nous permettre de nous donner du temps pour trouver des solutions si on voit qu'il y a une tension à ce moment-là. Donc pour voir son banquier, pour négocier ses délais de paiement avec ses fournisseurs, d'encaisser rapidement ou de vendre son matériel. Moi, j'ai un client qui avait des tensions de trésorerie. C'est un garage qui fait du garage pour des engins de TP, essentiellement, des flexibles et des grues. Et il avait une pelle qu'il mettait à disposition, qu'il prêtait comme ça à ses clients quand leur pelle ne fonctionnait pas. Et en fait, on s'est aperçu que ça lui aurait généré 2 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Il a vendu sa pelle 35 000 euros. Bon, et ben on a résolu temporairement le problème de trésorerie. Après, on est bien d'accord, il faut générer de la rentabilité parce qu'à force, parce que vendre des famille, à la fin, il ne reste plus rien. Mais ça nous a permis d'anticiper et de trouver une solution rapidement. Et plus on anticipe, et meilleur on trouvera les solutions. C'est justement ce que je veux vous illustrer par la diapositive suivante, parce que pour anticiper, vous avez différents moyens. C'est d'avoir un outil éventuellement de suivi de trésorerie. Il existe de nombreux logiciels sur le marché, Agicap, l'un des plus connus, un Attrait et autres, ou vous avez tout simplement un Excel. Donc là, je vous présente un Excel tout bête d'un client boulanger où on anticipe toute l'année en cours et on contrôle les réalisations. Tout ce qui est en bleu sont notre prévision, en jaune, les éventuelles modifications qu'on a établies en cours d'année, parce que rien n'est jamais figé dans le marbre, et en blanc, ce sont les réalisations et le suivi mensuel.
Ça nous a permis, vous le voyez tout en bas, au niveau du solde de trésorerie mensuel, certains mois, on est en négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas généré de trésorerie, mais au contraire, on a dépensé plus que prévu, sauf que comme on a un solde positif lié à une activité sur certains mois génératrice de plus de trésorerie, ben, on a pu passer sereinement ces mois-là. On les avait anticipés. De même que ça nous a permis de voir de prendre des décisions, certains mois, de décalage d'investissement prévus ou de décalage de dépenses importantes prévues parce que, on était, on avait une trésorerie insuffisante. L'idée de cette, illustration, c'est de vous dire avec des moyens simples, vous pouvez anticiper, vous éviter beaucoup de soucis et avoir le temps de prendre des décisions ou des mesures qui vous permettront de passer soit sereinement des périodes difficiles, soit au contraire d'accélérer, par des investissements puisque vous générerez suffisamment de chiffres. Alors, dans certains cas aussi de trésor très tendu, là, on voit un tableau de trésorerie donc sur une année, mois par mois. Moi, sur un client qui avait une situation très, très complexe, on l'a fait au jour le jour. Donc, pour vraiment voir les pointes, parce que là, mois par mois, on voit encaissement, mois décaissement, mais des fois, on a tous les décaissements qui arrivent en début de mois et les rentrées, elles arrivent en fin de mois ou au milieu de mois. Et donc, ça peut aussi faire des pics de besoins de trésorerie qui sont supérieurs au solde mensuel. Donc, dans certains cas, il ne faut pas hésiter à. Alors, c'est chronophage, mais il ne faut pas hésiter à éclater un peu ça sur des durées plus courtes. Ah, voilà, s'il y a besoin d'un niveau de précision très important, là, il faut, pour gagner du temps, parce que le temps, c'est de l'argent, peut-être qu'il convient d'étudier l'utilisation et l'abonnement à un outil de gestion de trésorerie qui soit interfacé directement avec le compte bancaire et à ce moment-là, on gagne un temps énorme et on a un suivi très précis au jour le jour. Tout dépend du besoin, effectivement. Jean-Mathieu, le mot de la fin sur le rôle du coup du conseiller en pilotage d'entreprise? Oui, alors effectivement, ce sera plutôt les mots de la fin. Je crois qu'il y a une slide pour ça. Donc effectivement, notre métier, effectivement, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise. Alors on a vu, hein, quelle que soit la typologie d'activité qui peut être très, 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 très variée. Sachant que pour une activité particulière, il peut y avoir des configurations très variées en fonction des cas de chacun. Hein. C'est pas parce qu'on est électricien qu'on a des problèmes d'électricien, qu'on est maçon qu'on a des problèmes de maçon, qu'on est architecte qu'on est commerçant, restaurateur, etc. On a une activité, on a des problématiques liées à son activité, hein, mais on a aussi des problématiques liées à son activité. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnalisé qui est proposé pour s'adapter aux objectifs, hein, qui peuvent être aux objectifs de chacun, aux besoins du dirigeant. Donc, c'est des accompagnements qui sont soit ponctuels, parce qu'il y a une problématique on va dire court terme, alors c'est jamais 2 ou 3 jours, mais en tout cas, ça peut être sur un temps de quelques semaines ou quelques mois, ou alors dans une période plus longue, selon la situation. L'objectif, effectivement, hein, qui nous est cher et ce à quoi on répond, c'est de définir où je vais. Hein. Ça va permettre aux dirigeants de savoir où il va. Et en fait, c'est sa capacité à générer du chiffre d'affaires et de la rentabilité, donc de la trésorerie. Savoir où j'en suis, parce qu'effectivement, il faut avoir des objectifs, mais il faut aussi les suivre. Et les suivre, ça permet de réagir et d'apporter les actions qui permettent d'atteindre l'objectif final. Voilà. Puis on l'a vu, hein, on s'attache effectivement à piloter la trésorerie plutôt que de la subir, parce qu'encore une fois, la trésorerie, c'est l'oxygène de l'entreprise. Les notions effectivement d'investissement, est-ce qu'on peut investir, et en l'occurrence, quel type d'investissement, quel impact ça va avoir sur ma rentabilité, est-ce que c'est pertinent d'investir, sous quelle forme également, mais effectivement c'est quelque chose qui va forcément interagir avec ce qu'on avait prévu au départ, donc il faut bien le mesurer avant de prendre la décision.
Est-ce que je peux recruter? Alors, est-ce que je peux recruter en fonction effectivement, de la nature du besoin? Si on se rend compte effectivement que l'entrepreneur gaspille des heures, eh bien, on va s'attacher à optimiser le fonctionnement plutôt qu'à embaucher du personnel supplémentaire. Ou s'il y a ce réel besoin, effectivement, qu'est-ce que ça va impacter dans mon organisation? Est-ce que c'est du personnel productif? Est-ce que c'est du personnel support administratif? Voilà, effectivement, c'est cette problématique-là qui est réelle. Et effectivement, la dernière, puisqu'elle est clé pour la rentabilité, pour la trésorerie, c'est est-ce que je suis rentable sur chacune de mes prestations, sur chacun de mes chantiers. Déjà, quand on a fait toutes ces analyses, normalement, on avance bien. Hein, on sait à peu près où on est. Alors, moi, je pense qu'on ne peut qu'encourager chacun et chacune à se faire accompagner, en tout cas à faire ce travail. Et c'est souvent difficile de lever le nez du guidon pour un dirigeant d'entreprise, donc autant prendre de la hauteur avec quelqu'un qui vous tient l'échelle. Ça permet d'y voir plus clair. Et puis également, s'il y a certains thèmes qui peuvent paraître un peu abstraits, compliqués, parce qu'on n'est pas des experts de la finance, il ne faut pas hésiter aussi à vous tourner vers la CPME. On est là aussi pour vous accompagner à des montées en compétences. On a des programmes adaptés qui sont financés en plus par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, pour vous aider justement à prendre un peu de hauteur sur ce sujet. Et puis d'être accompagné. Effectivement, le one-shot, on est dans une difficulté. Pour ça, on a notre partenariat avec Rivalis qui nous permet d'accompagner un certain nombre d'entreprises, et ça, c'est super. Et puis également, effectivement, sur la durée, hein, une analyse de notre trésorerie, ça vaut ce que c'est à l'instant T, mais si on l'a fait de manière régulière, on y voit plus clair, on peut plus se projeter et prendre les bonnes décisions, clairement. Je crois qu'on on est arrivé au terme un peu de la présentation. Ce que je peux dire tout de suite, c'est on fera parvenir aux participants le support, mais également, on a à présent encore quelques minutes si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, soit via le chat, soit vous me tendez la main virtuellement pour pouvoir prendre la parole si vous jugez nécessaire, bien entendu. Je Même crois sur qu'il le y a chat, une, il y a ouais, je crois qu'il y a une question de Denis concernant il faut avoir au moins 3 ans d'activité pour trouver une banque physique, parce qu'il est dans une banque pour le moment en ligne. Ça dépend pourquoi, Denis. En tout cas, les banques, normalement, réclament 3 bilans différents pour financer un investissement, si c'est là la question. Maintenant, pour ouvrir un compte, ils demandent pas grand-chose. Ils demandent juste un petit versement, mais ils ont pas de conditions. Par contre, oui, pour avoir un financement, c'est 3 bilans. Maintenant, je vous invite à voir, c'est là où on parlait de fidélité aussi et de faire jouer la concurrence. Vous pouvez toujours, demander à votre banque en ligne. Certaines, de plus en plus aussi, ont une activité de prêt. Et qu'elle soit en ligne ou qu'elle soit physique, là, je sais, moi, j'ai un de mes clients commerçants avait besoin d'investir dans du machine. Il avait pourtant qu'un seul bilan, bon, qui était bon en l'occurrence, il était accompagné, c'est normal, mais il n'avait qu'un seul bilan et il a demandé à sa banque, dans laquelle il était client, qui, compte tenu de la trésorerie disponible chez elle, ben, elle voyait bien qu'il y avait des encaissements et même avec un seul bilan, elle l'a suivi au niveau pro, mais aussi après, il l'a réclamé au niveau perso. Or, au niveau perso, c'est la même chose. Les banques réclament 3 3 avis d'imposition, normalement sur les 3 dernières années, et quand on est dirigeant, elle réclame généralement aussi le bilan de l'entreprise, pour savoir si l'entreprise est suffisamment solide pour assurer les salaires du dirigeant. Et ben là, lui, même chose, il venait de monter son entreprise depuis 1 an, donc avant c'était les indemnités chômage. Là, elle n'a pas hésité à la suivre aussi au perso pour un gros prêt. Voilà. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. On sait que les conditions sont en train de se tendre de plus en plus en ce moment. Interrogez-les, interrogez-les. Faites jouer la concurrence. Bien. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Je regarde. Non.
Juste pour préciser, je crois que si on n'a pas d'autres questions, on est à 9h59. On a une question. Il ne faut pas hésiter à me contacter moi si vous avez des questions sur le type d'accompagnement, justement, un tribalisme ou autre. De toute façon, moi, je suis là pour vous renseigner. Hein, donc, vous avez mes coordonnées qui ont dû passer dans le chat. Sinon, vous me trouvez assez facilement sur Internet, hein, CPME, Aura. Et puis, je crois qu'il y a une question qui vient d'arriver. C'est quelqu'un qui est courtière en financement qui se présente. Très bien, merci Julie. Et puis, juste pour vous dire, si vous êtes d'accord, hein, je crois qu'on va clôturer parce qu'on n'a pas d'autres questions. Je vais inviter les participants qui sont toujours là, à pas hésiter, si vous êtes dans une autre problématique qui est celle où vous avez de la trésorerie excédentaire, voilà, pourquoi pas. En tout cas, vous avez une bonne trésorerie, vous avez de la trésorerie. D'ici, c'est pas la semaine prochaine, mais c'est d'ici 8 jours, on a une intervention, un webinaire également, sur où investir sa trésorerie dans cette conjoncture contrastée. On a parlé effectivement de la conjoncture qui est contrastée, et on voit bien, on parle beaucoup d'inflation, mais l'effet aussi de l'inflation, c'est que il y a un certain nombre de produits de placement, et notamment pour la trésorerie, qui aujourd'hui redeviennent intéressants, voilà, et qui vous permettent d'être assez, d'avoir votre argent aussi de disponible immédiatement. Donc, ça peut être intéressant pour certains de placer, de toucher, et puis surtout de pouvoir reprendre dès qu'on en a besoin. Voilà, c'est un peu la thématique qu'on traitera d'ici 8 jours avec d'autres tips sur un autre aspect de la trésorerie. Voilà. Moi, je tenais à remercier nos... alors, on a encore une question de Ghislaine. Les taux sont de combien en général? Je ne sais pas à quoi il fait référence. Ghislaine. Il y a différents taux. Alors, il y a des taux au moyen terme. Alors, en ce moment, on tourne autour de 2, voire un peu plus. Alors, après, sur la trésor, c'est plus cher, forcément, parce que c'est plus risqué. Après, attention aussi sur les, c'est une bonne question, sur les, quand on fait des crédits court terme, type découvert, type à facturage, etc. Essayez d'avoir un taux qui soit indexé sur l'Euribor et pas sur le TBB. L'Euribor aujourd'hui ne vaut pas grand-chose, moins d'1%. Le TBB il doit être à presque 7. Et en plus, la banque prend une marge dessus. Donc, attention à l'index pour les financements à court terme. Demandez de l'Euribor, ça ne coûte pas plus cher à la banque. Ça évite de prendre un peu trop de marge, quoi. On a parlé des taux de pénalité. Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie. Tous, on vous enverra, comme je l'ai promis, les supports. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Donc, c'est heureux de vous accueillir. Merci David, merci Jérôme, merci Jean-Merci, vous avez été très clair. Merci, bonne journée. Merci à vous tous. Et je souhaite une bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous. Merci. S'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer, j'irai leur poser en direct. J'enverrai les réponses.